donne la parole à mademoiselle Hélène Soueli pour présenter les maladies auto-inflammatoires au Maroc. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter 8 cas de maladies auto-inflammatoires au Maroc, à savoir la fièvre méditerranéenne familiale et le déficit en mévalonate kinase. Donc, tout d'abord, les maladies auto-inflammatoires, ce sont un groupe de maladies héréditaires qui sont causées principalement par des mutations au niveau des gènes impliqués dans l'immunité innée et qui conduisent à une dysrégulation du système immunitaire. Alors, ces maladies, ils se manifestent d'une manière périodique et ils ont en commun un profil clinique de fièvre, d'atteinte cutanée, musculaire, articulaire et peuvent atteindre parfois le système nerveux dans certaines complications. Et les maladies les plus fréquentes, ce sont la fièvre méditerranéenne familiale, qui est causée par le gène MEV, le déficit en mévalonate kinase, le syndrome de Marshall et le TRAPS, qui signifie le syndrome périodique associé au récepteur TNF. Donc pour les observations, on a 8 cas de fièvre méditerranéenne familiale et 8 cas de déficit en mévalonate kinase qu'on a retenu au sein du département de pédiatrie 5 à l'hôpital d'enfants El Harouchi. Donc pour la FMF, il s'agit de 4 filles dont l'âge moyen de 10 ans avec une notion de consanguinité dans les 4 cas. Alors l'âge moyen de début des symptômes de la maladie est de 6 ans. Les 4 filles ont présenté des accès fébriles accompagnés d'arthrite, d'arthralgie, de douleurs abdominales et thoraciques dans un seul cas, d'éruption cutanée et s'est évolué vers une amylose rénale chez une seule patiente. Donc, les bilans biologiques et immunologiques ont montré des syndromes inflammatoires élevés et devant de tels tableaux cliniques, le diagnostic s'est orienté vers la FMF qui a été confirmée par l'étude génétique dans les 4 cas et qui a identifié une mutation, la M694V à l'état homozygote dans 3 cas et une mutation P369S à l'état hétérozygote dans un seul cas. Alors le délai moyen de diagnostic de la maladie est de 1 an. Donc pour le traitement, toutes les patientes ont reçu un traitement de colchicine et 2 patientes ont reçu de la courtensile avec une bonne évolution, avec la disparition de l'arthrite, l'arthralgie, les douleurs, l'éruption cutanée. Alors pour ce qui est MKD, ou bien le déficit en mévalonate kinase, il s'agit de 3 filles et 1 garçon, avec une notion de consanguinité qui est présente chez 3 cas. Donc l'âge moyen de début d'apparition des symptômes et de la maladie est de 3 ans. Les patients ont présenté des accès fébriles associés à des adénopathies cervicales et axillaires dans 3 cas, une splénomégalie, des arthralgies inflammatoires, des manifestations cutanées et des actes buccaux dans 2 cas. Le retard staturopondéral a été retrouvé chez un seul patient. Et par ailleurs, les bilans biologiques ont révélé un syndrome biologique très élevé chez les 4 patients avec des CRP qui dépassent les 40 et des VS très élevés. Et donc, on a effectué le dosage de l'acide mévalonique dans les urines qui a montré une acidurie mévalonique dans 2 cas et un syndrome d'hyper-IgD chez 1 cas. Et pour l'étude génétique, a été effectuée chez un seul patient que l'on a trouvé la mutation la V377I à l'état hétérozygote. Donc le délai moyen de diagnostic de la maladie du début des symptômes est de 6 ans. Donc pour le traitement, les 3 patients ont reçu un traitement par des inhibiteurs de l'interleukine 1. C'est l'anakinra et l'étanercept, dont l'évolution a été bonne, bien satisfaisante, avec disparition des différents signes cliniques dans 3 cas. Alors, donc la FMF
est la maladie auto-inflammatoire la plus fréquente et dont la prévalence est de 1 à 5 sur 10 000 personnes au monde et qui touche la population du bassin méditerranéen, surtout les séfarades, les juifs séfarades, les arméniens et les populations arabes maghrébines. Avec des mutations, en fait, chez cette population arabe maghrébine, on a les mutations les plus identifiées, c'est la M694I et la M694V que l'on a retrouvées chez nos patients. Donc, pour le traitement, la place de la biothérapie est un peu limitée, donc la colchicine, elle reste le traitement de fond le plus adéquat pour cette maladie. Pour ce qui est déficit en mévalonate kinase, alors la prévalence réelle est sous-estimée vu que les patients ne sont pas encore diagnostiqués ou bien ne sont pas encore rapportés, et selon les données du registre international Eurofever, donc on estime que cette maladie elle touche au moins 300 personnes dans le monde, et la mutation la plus identifiée c'est la V377I que l'on a également retrouvée chez le patient chez lequel on a effectué l'étude génétique. Donc d'une autre part, le dosage enzymatique, vu le coût cher et le manque de disposition d'un plateau technique, n'est pas une courante pratique, donc il reste plus difficile à réaliser. Donc le diagnostic il se base surtout sur le tableau clinique, les différents bilans biologiques, le dosage de l'acide mévalonique urinaire et l'étude génétique. Donc pour conclure, on peut dire que ces observations elles nous ont permis de souligner un peu l'importance d'évoquer ce type de maladie auto-inflammatoire devant de tels tableaux cliniques. Et la prévalence de ces maladies, et surtout au Maroc, elle est toujours... Pardon. Donc la prévalence de ces maladies au Maroc, elle reste toujours sous-estimée, notamment avec un manque de disposition de tests génétiques et biologiques, et surtout avec le coût très élevé et à grand public. Donc le plus mieux, c'est tout d'abord une sensibilisation à propos de ces maladies pour permettre d'établir par la suite un registre national pour les maladies auto-inflammatoires, et nous souhaitons par la suite établir ou bien faire une mise en place d'un plateau technique pour faire l'étude génétique pour ces maladies. Et merci de votre attention. Merci Manuel pour cette communication. C'est un travail, ce sont des maladies du service. Alors je ne sais pas si vous avez des questions autour de cette pathologie, autour des malades en particulier. Merci. Ma question plutôt d'ordre thérapeutique, c'est comment est-ce que vous avez décidé de donner le médicament plutôt que de l'étanercept plutôt que de le médicament local installé? Alors, je vais peut-être répondre à sa place parce que Manuel est biologiste fondamentaliste, elle n'est pas médecin, donc je vais répondre à sa place. En fait, c'est un patient, c'est un grand patient qui a reçu l'étanercept. La première proposition était les anti-L. Mais c'est un patient qui a été diagnostiqué à l'âge de 14-15 ans, alors qu'il a une histoire de 10 ans derrière lui, qui a fait le tour des pédiatres, qui est arrivé chez nous. On a fini par faire ce diagnostic en concertation avec l'équipe de Necker de Paris. Et ce patient n'a plus voulu revenir dans un monde pédiatrique. Et donc on l'a adressé chez une interniste à El Jadida. Et l'interniste préférait travailler avec l'étanercept. Voilà, c'est la raison pour laquelle on l'a mis sous l'étanercept, en sachant qu'il y a quelques publications où l'étanercept donne des résultats. Parce que le MKD, contrairement au CAPS par exemple, ne répond pas si bien aux anti-L.
Donc qu'on donne un anti-TNF ou un anti-ELA, finalement, on s'est dit pourquoi pas, de toute façon c'est des publications à titre anecdotique, on va tenter. Ça a bien marché, ça marche. Parce que par contre, j'ai contact avec la DAF, c'est moi qui avais donné le nom de la correspondante à El Jalida, et l'enfant est bien répondu. C'était ça l'indication. C'était pas très scientifique, mais bon, pour que vous sachiez. Ça justifie que j'ai posé la question. Oui, oui, tout à fait. Bon, ceci dit, il y a des publications sur l'état nerveux que ça donne des résultats. C'est pas le groupe qui aurait décidé cela? Non, même pas. Non. Je vous dis, c'est tout simple. Oui. C'était une manipulation d'un médecin qui avait pas manipulé la machine. Voilà. Oui. C'est juste pour apprendre, je connais mal ces maladies-là. Mais dans ma tête, le déficit en mévalonate-kinase, le syndrome PGD, c'est une pathologie du nourrisson. L'âge que vous avez mis, vous mettez âge, puis 18, c'est 18 mois ou 18 ans? Ça, non, c'est 18 ans. 18 ans. Mais il a été retenu en service à l'âge de 14 ans. C'est ça. C'est le malade qui a Oui, cette est-ce histoire terrible. à ces âges-là, d'habitude dans ma tête, c'est une pathologie beaucoup plus du nourrisson que du grand enfant. Ma deuxième question, est-ce qu'une augmentation de l'acide mévalonique dans les urines suffirait pour retenir le diagnostic? Et donc, en définitive, est-ce que ce diagnostic est définitif ou... parce qu'il se ressemble tellement ces maladies-là. Donc, si c'est 1000 fois plus que la normale, on peut dire qu'à partir du dosage de l'acide mévalonique linéaire, il permet de orienter vers une acidurine mévalonique. Ça nous suffit, c'est sûr à ça. Donc, Alors, il y a des faux positifs. Hein. Il y a d'autres maladies métaboliques où il existe des faux positifs, qu'on se mette bien d'accord. Alors, j'aborde complètement dans votre remarque parce que, alors, on a deux malades qui sont typiques. Mais chez qui on a mis un temps à faire un diagnostic, d'accord? Et qui ont très bien répondu à l'anakinra, c'est juste extraordinaire, ça les a transformés. Alors ces deux-là, effectivement, on n'a pas de test génétique, mais on a de la fièvre, des actes, de l'arthrite, de la douleur abdominale, ça a été pris pour une FMF au début, bref. Donc ça, c'était plutôt typique, avec des facteurs déclenchants, des petites infections, etc. Et on a deux autres patients qui sont très atypiques. C'est celui qui a un cas parcours très long, et finalement, on est plus dans l'acidurine mévalonique que dans l'hyper-IgD tout simple. En fait, c'est une même maladie génotypique, avec un phénotype différent, lié à la profondeur du déficit enzymatique. Et donc, on est plus... Alors, vous avez la maladie auto-inflammatoire et vous avez le versant métabolique. Et chez celui-ci, on est peut-être plus dans le versant métabolique. Et puis, vous avez le dernier malade qui est très atypique, mais qui fait des fièvres récurrentes. Et c'est la génétique qui nous a permis de retenir ce diagnostic. Je dis bien l'état hétérozygote. On est censé avoir l'état soit homozygote, soit hétérozygote composite. Maintenant, régulièrement, il y a des gènes qui ne sont toujours pas identifiés et qui sont identifiés. Est-ce qu'on est dans cette situation-là? Peut-être que M. Jerry, pardon, il y a un spectre aussi de maladie, on a pour la médication pour la gangrène, et je crois que M. Jerry parle plutôt du syndrome hyper-IgD classique ancien. Oui, c'est pour ça que c'est ce que j'ai dit. Plutôt chez les nourrissons, l'acidurine mévalonique qui peut se voir chez un grand enfant ou adulte. Tout à fait. Qui peut démarrer très tôt, mais qui peut se voir à un âge plus âgé. Ceci dit, on a fait une thèse sur le déficit en mévalonate kinase. Et on a donc vu un petit peu tous les registres mondiaux, tout ce qui a été publié. Il y a quelques cas de déficit en mévalonate kinase adultes, diagnostiqués à l'âge adulte. Il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quelques-uns. Je crois que c'était des malades du Liban. Et donc, ce sont des mutations qui sont différentes de celles du syndrome hyper-IgD classique? Non, c'est alors... c'est que la maladie est à révélation tardive. Alors, je ne saurais pas vous répondre avec exactitude. Mais effectivement, on a un spectre de mutation aujourd'hui qui grandit de jour en jour. Et certainement que, je vais juste pas faire analogie par rapport à la FMF. Par exemple, on sait aujourd'hui que la mutation M694V homozygote est très pourvoyeuse d'amylose par rapport à d'autres. Donc effectivement, ça devrait s'expliquer comme cela. Nous, notre enfant, elle a une mutation classique. Elle est à hétérozygote certes, mais c'est une mutation
des plus fréquentes et des plus courantes dans le MKD. Je ne sais pas si y a d'autres questions, si j'ai pu satisfaire. C'est bon? On peut passer, donc merci Mel. Oui, maintenant avec Madame Monsieur El Azhari pour la présentation anti-inflammatory effects of Moroccan plant preparation evaluated in Bonjour tout le monde, l'étude que je vais vous présenter aujourd'hui est intitulée « Étude in vivo du potentiel anti-inflammatoire de quelques plantes du Maroc ». Alors, comme vous connaissez tous, l'inflammation est un mécanisme de défense du corps. C'est une réponse immunitaire essentielle qui permet au corps de survivre et maintenir l'hémostasie des tissus. Par contre, dans quelques cas, on a une induction de maladies ou de troubles inflammatoires tels que la polyarthrite rhumatoïde, la sclérose en plaques et l'athérosclérose, parmi d'autres. Alors, il a été montré que plusieurs maladies inflammatoires chroniques sont caractérisées par une réponse inappropriée de lymphocytes CD4+. Alors, ces cellules ont un rôle dans l'induction et la régulation de la réponse immunitaire via la sécrétion des cytokines. Parmi ces cytokines, on a l'interleukine 17 qui a été montré une forte corrélation avec différentes maladies inflammatoires et principalement avec le cancer. Actuellement, plusieurs groupes de recherche se penchent sur la recherche d'agents anti-inflammatoires capables de réduire le niveau de médiateurs inflammatoires, sécrétés notamment par les lymphocytes TCD4+. D'où notre intérêt à nous, on a pensé à chercher des molécules qui sont capables d'inhiber l'interleukine 17. Pour le faire, on a mis comme objectif l'identification de substances naturelles capables d'orienter la réponse immune lymphocytaire vers une réponse anti-inflammatoire. Et pour cela, on a suivi deux voies, une voie in vivo et in vitro. La partie in vitro a été réalisée sur des cellules mononucléaires de sang périphérique. Ça a été fait par ma camarade Mona Moter, malheureusement elle n'est pas là ici. Par contre, moi j'ai entamé l'étude in vivo sur un modèle animal d'hypersensibilité de contact chez la souris. Alors ce modèle animal, c'est le modèle de la dermatite de contact, probablement vous la connaissez. Alors c'est une hypersensibilité de type retardé médiée par les lymphocytes T. Il a été montré que l'IL-17 joue un rôle très important dans ce modèle animal et qu'en inhibant l'interleukine 17, on inhibe l'induction de cette maladie. Alors, cette réaction, elle se compose de deux phases distinctes, une phase de sensibilisation et une phase de challenge. Qu'est-ce que la sensibilisation? C'est tout simplement le premier contact de l'aptène, parce que ce modèle animal est induit par des aptènes, ce sont des molécules de faible poids moléculaire. Une fois la peau de l'animal est en contact avec l'aptène, ça on l'appelle la sensibilisation. Après quelques jours, on met le même aptène en contact avec la peau de l'animal, mais dans un endroit différent. Et là, on a une induction de l'hypersensibilité de contact qui est caractérisée par un œdème qu'on peut mesurer. Alors, comme vous pouvez constater ici, là, on a des courbes. En mettant au point le modèle animal, on a testé différents aptènes avec différentes concentrations. Là, comme aptène, on a finalement choisi de rester avec le DNFB, le dinétropurobenzène, avec une concentration de 0,5% pour la sensibilisation et 0,2 pour le challenge. Là, on a l'inflammation qui augmente avec un pic de 48 heures et que de 100. Par contre, là, on a des souris contrôle négatif. Ce sont des souris seulement challengées. Challenge, ce qui veut dire qu'on a seulement une irritation et non pas une hypersensibilité de contact. Alors après, on a confirmé notre modèle animal par une étude histologique. Comme vous pouvez constater ici, là, on a notre contrôle négatif. Vous pouvez constater que l'oreille de la souris, la structure histologique, elle est normale. Par contre, là, vous pouvez constater le gonflement de l'oreille avec une vasodilatation des vaisseaux sanguins. Alors, une fois qu'on a mis au point notre modèle animal, là maintenant, on s'est dirigé vers quelles sont les molécules qu'on doit tester au niveau de notre modèle animal. Actuellement, les substances naturelles purifiées à partir de plantes représentent une approche de plus en plus importante au niveau de la recherche pour trouver des molécules anti-inflammatoires et éventuellement avoir moins d'effets secondaires.
Alors pour le faire, on a étudié plusieurs plantes, que ce soit au niveau bibliographique ou bien en utilisant un screening chimique. Et parmi les différentes plantes qu'on a étudiées, on a sélectionné 6 plantes, qui est l'aloe vera, le romarin, l'Orium oleandès, le Capparis spinosa, Ficus carica et l'Allium sativum. On a préparé des extraits de plantes via une macération à froid à partir de ces plantes-là. On les a testés sur notre modèle animal via une injection intrapéritonéale. Et pour optimiser les chances de voir un effet anti-inflammatoire, on a traité en entourant la sensibilisation, ce qui veut dire un jour avant, le jour de sensibilisation et un jour après, et en entourant le challenge. Alors, la figure qui suit nous montre le résultat de nos différentes préparations. Comme vous pouvez constater, on a des effets qui sont non statistiquement significatifs, des plantes qui n'ont pas d'effet anti-inflammatoire statistiquement significatif. Par contre, il y en a d'autres qui ont une très bonne inhibition de notre maladie, tels que ceux du Capparis, du Ficus carica et d'Allium sativum, avec un pourcentage d'inhibition qui est supérieur à 50%. On a sélectionné 3 plantes, l'Allium sativum, le Capparis spinosa et le Ficus carica, pour poursuivre notre étude en se basant sur un seuil de 60% de pourcentage d'inhibition. Alors, une fois qu'on a sélectionné nos 3 préparations, on a réalisé une cinétique de l'effet anti-inflammatoire observé pour choisir une plante parmi ces 3 pour continuer notre travail. Alors, comme vous pouvez constater ici, on a les 3 courbes des 3 plantes, Allium sativum, Ficus carica et Capparis spinosa. Vous pouvez constater ici pour le Capparis spinosa, on a une très bonne inhibition. À peine après 3 jours, on a carrément une inhibition totale de l'inflammation. La raison pour laquelle on a choisi de poursuivre notre étude avec le Capparis spinosa, et on a varié la dose utilisée, la concentration de notre produit. Et on a constaté qu'en variant notre concentration, notre dose utilisée, on a eu une modification au niveau de l'effet anti-inflammatoire observé. Cela nous mène à dire que probablement notre extrait est dépendant de la dose utilisée. Ensuite, on s'est demandé, est-ce que l'effet observé est-il dépendant de la période où on a traité nos souris? Parce que rappelez-vous, on a traité en même temps en induisant notre maladie. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé 3 groupes de souris. Là, on a traité seulement au niveau de la sensibilisation. Un autre groupe, traitement seulement au niveau du challenge. Un 3e groupe, c'est carrément après induction de la maladie qu'on a traité avec nos produits. Comme vous pouvez constater ici, que toujours, là, il n'y a pas de différence statistiquement significative entre les différentes phases de traitement, ce qui veut dire que la protection observée avec notre produit, elle est indépendante de la période du traitement. Alors ça, c'est seulement ce que je viens d'expliquer. Ensuite, on a essayé de comparer l'effet observé avec notre produit avec un anti-inflammatoire connu commercialisé, qui est l'indométacine. Et comme vous pouvez constater ici, on a notre produit avec celui de l'indométacine, et la différence entre les deux est non statistiquement significative, ce qui veut dire que notre produit agit de la même façon que l'indométacine. Alors, une fois c'est bon, on a notre produit, qu'on sait qu'il a un effet anti-inflammatoire, et là maintenant, on s'est posé la question, comment il fait pour protéger, comment il fait pour inhiber cette réponse inflammatoire? Alors, premièrement, on a fait une analyse histologique. Là, nous avons nos souris contrôle négatif, ce sont des souris challenge seulement. Là, ce sont des souris contrôle positif, des souris malades, comme vous pouvez constater ici. Comme vous pouvez constater ici, on a une augmentation de l'épaisseur de l'oreille, on a une vasodilatation, un gonflement des fibroblastes, une hypertrophie épidermique avec une infiltration des cellules inflammatoires. Par contre, chez les souris traitées avec le Capparis spinosa, on a un tissu qui ressemble un petit peu à la normale, qui ressemble un petit peu à notre contrôle négatif, avec moins de cellules inflammatoires. Et notamment, on peut dire là que notre produit, il inhibe l'infiltration des cellules inflammatoires. Alors là, on a une inhibition de l'inflammation qui est accompagnée par une inhibition de l'infiltration des cellules inflammatoires. Qui dit une inhibition de l'infiltration des cellules inflammatoires, alors probablement, on a une inhibition de la libération de ces cytokines qui vont recruter les cellules immunitaires vers le site d'inflammation.
Alors, pour répondre à ça, on a fait une analyse de l'expression des gènes de quelques cytokines. On a l'interféron gamma, l'interleukine 17 et l'interleukine 4. Comme vous pouvez constater ici, au niveau du groupe traité, sensibilisé, challengé et traité avec notre extrait, on a une inhibition, que ce soit de l'interféron gamma, de l'interleukine 17 et également de l'interleukine 4. Alors, ces résultats suggèrent que le Caperi spinosa a agi en inhibant l'expression des gènes de l'interféron gamma, l'interleukine 17 et l'interleukine 4. Ensuite, là, on a notre produit. C'est un extrait, il comporte plusieurs molécules. Alors, on a une protection, on veut savoir c'est quoi la molécule responsable. Alors, pour commencer cette étude-là, on a commencé par un simple fractionnement de notre extrait. On l'a fractionné en 3 parties. Fraction 1, c'est le A, fraction B, 2 et la fraction 3. Comme vous pouvez constater ici, c'est seulement la fraction 1 qui montre un effet inhibiteur qui est similaire à celui observé avec notre extrait total, avec des différences non statistiquement significatives. Cela nous laisse suggérer que probablement c'est dans la fraction 1 où réside notre molécule, notre principe actif. Alors dans ce cas, dans les prochaines études, on va écarter les 2 fractions, on va se focaliser sur la fraction 1 pour continuer notre étude. Et comme conclusion, on peut dire qu'on a observé un potentiel anti-inflammatoire très important du Caperi spinosa. Il est dose-dépendant, statistiquement similaire à celui observé avec l'indométacine et indépendant de la période du traitement. On a également constaté une inhibition de l'infiltration des cellules immunitaires accompagnée d'une inhibition de l'interleukine 17, l'interféron gamma, IL-4. Et que seulement une seule fraction où on a eu un effet similaire avec celui observé avec notre produit brut. Alors dans l'ensemble, on peut dire que nos données indiquent que Caperi spinosa régule l'inflammation induite in vivo chez la souris et pourrait être une source de molécules anti-inflammatoires et pourrait être utilisée dans certaines maladies inflammatoires dépendantes des lymphocytes T. Et merci pour votre attention. Merci Madame Azali pour votre excellente présentation qui nous fait que rejoindre les choses qu'on entendait depuis toujours, les recettes des grands-mères, si on a mal à ça, il faut ça, il faut ça. Et effectivement, ça c'est très bien que les études viennent montrer la valeur de ces plantes pour les rendre comme traitement et ainsi on aura moins d'effets secondaires. Bien sûr, certes, vous êtes en train d'étudier l'effet anti-inflammatoire, mais après aussi il faut étudier les effets secondaires. Et la dose toxique, la dose cumulée toxique pour savoir est-ce qu'on peut aller par la suite pour son utilisation. C'est déjà fait, on a étudié la toxicité, il n'y avait pas de toxicité, que ce soit au niveau du rein ou au niveau du foie. Voilà. Je ne les ai pas présentés. D'accord. Alors, merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette présentation? Pardon. Est-ce que vous avez étudié l'effet de ces molécules, de ces extraits, sur donc, les autres cellules et molécules inflammatoires en amont de l'immunité spécifique, c'est-à-dire les cellules de l'immunité innée, les gènes, aussi les cellules de l'immunité innée? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a étudié ce volet-là in vivo. On a étudié notre extrait sur les PBMC. Alors au niveau des PBMC, on a observé la même chose, on avait une inhibition de l'interleukine 17 également. C'est tout ce qu'on a fait. Les PBMC avec notre modèle animal actuellement. Vous n'avez pas étudié les autres cellules? Non, pas encore. Et est-ce que vous avez dosé les L17 et les cellules THD7? Côté moléculaire, Vous avez côté vu la protéines? expression? Non, on ne l'a pas encore fait. Non. Mais c'est C'est envisageable. intéressant. Bien sûr que c'est intéressant. Oui. C'est envisageable. On vient de commander le matériel pour le faire. Probablement l'année prochaine, on va le faire. Est-ce que ça s'appelle comment là? الكبار. الكبار. Je suis intéressé par les recettes. Pourriez nous montrer la photo de Oui, الكبار, oui. la photo de la plante pour ça? D'accord. Dans ma ville, il est très connu. On l'utilise presque chaque jour. Par contre, ici à Casa, il n'est pas connu. Ah, le kebab, oui. Il est utilisé plus avec des poissons. Il est rare, mais il est anti-inflammatoire. Non, il n'est pas rare. C'est bon à manger. C'est les capres, normalement. C'est les capres, oui. On l'utilise en salade avec des poissons.
Par contre, là, on a utilisé les feuilles du capre. Parce que le fruit, c'est cher, bien sûr. Après qu'on récolte les fruits, normalement, l'arbre, on doit couper l'arbuste, on jette les feuilles. Alors, on ne fait rien avec les feuilles. Alors, on s'est dit, puisque les fruits, on les utilise, les feuilles, on les jette, parce qu'il faut absolument couper l'arbuste pour avoir de nouvelles poussées. Alors, on s'est intéressé à ça. Du coup, il a une valeur, que ce soit au niveau de santé et également que ce soit économique. Et écologique. Alors, c'est ça. Sur ça, chez l'être humain. Chez l'être humain, non. Non, même sur autre chose, ce qu'Aparis nous a. Il y a des études, c'est plus in vitro. Il y en a énormément d'études, c'est plus côté chimique. Non, côté. Un truc comme ça, chez l'homme. Je sais pas, je sais pas. C'est comestible? Bien sûr, oui. C'est bien, c'est encourager ce type de recherche dans nos pays, c'est absolument encouragé. C'est une très très bonne chose. On attendra avec prochaine communication l'année prochaine pour la suite du projet. Inch'Allah. C'est intéressant. Vous allez peut-être aboutir à produire des extraits qui sont finalement thérapeutiques. Et là, je rejoins ma collègue, il faut vraiment vous pencher sur la toxicité, parce que par contre, pour pouvoir commercialiser ce genre de choses, bien sûr. Et surtout, par ailleurs, il n'y a pas... par cytométrie en fluide, par dosage moléculaire, sérologie, etc. Merci beaucoup. Donc, on a fait la prochaine communication, c'est Dr Drouetti, à propos du syndrome d'activation macrophagique primitif. Cher maître honorable assistance, permettez-moi de vous présenter les résultats de notre travail intitulé le syndrome d'activation macrophagique primitif. Donc, le syndrome d'activation macrophagique ou lymphohistiocytaire est une maladie qui est rare, souvent fatale, qui met en jeu le pronostic vital, caractérisé par des signes cliniques peu spécifiques, des éléments biologiques et histologiques évocateurs. Notre objectif est de déterminer le profil épidémiologique, clinique, paraclinique, thérapeutique, évolutif du syndrome d'activation macrophagique primitif. On a mené une étude rétrospective sur une période de 19 mois au sein du service de pédiatrie CHU Mohamed VI Oujda à propos de 3 observations. Donc, le premier cas, il s'agissait d'un garçon âgé de 12 ans, issu d'un mariage consanguin premier degré, admis dans un tableau de fièvre prolongée, un syndrome hémorragique, un ictère cutané muqueux fluctuant, évoluant dans un contexte d'altération de l'état général. L'examen clinique trouvait une hépatosplinomégalie avec un rash cutané. Initialement, plusieurs diagnostics ont été évoqués, notamment une atteinte hépatique d'origine infectieuse. Sur le plan biologique, on a trouvé une pancytopénie, un taux de cytolyse sévère, et une perturbation biologique définissant un tableau de SAM, une hypoalbuminémie, des sérologies négatives et un bilan infectieux qui était négatif, sans signe de malignité au niveau de la moelle et un bilan radiologique qui était tout à fait normal. Donc, au terme du bilan étiologique, le diagnostic d'un SAM primitif sur déficit immunitaire était le diagnostic le plus probable. Donc, le traitement était à base de corticothérapie, des immunosuppresseurs à base de cyclophosphamide et les immunoglobulines. L'évolution était marquée par le décès après le 2e épisode d'activation. Deuxième cas à propos d'une fille âgée de 13 ans, issue d'un mariage consanguin premier degré, notion d'infection urinaire, admise dans un tableau de fièvre prolongé et une splénomégalie avec adénopathie cervicale à l'examen clinique. Sur le plan biologique, un tableau de SAM et un bilan immunologique qui était normal, sérologie négative. Des images d'hémophagocytose au niveau histologique et biopsie de l'adénopathie étaient normales. Donc, en absence de signes d'orientation pour un SAM secondaire, le diagnostic d'un SAM primitif était le plus probable. On a traité par corticothérapie et immunosuppresseurs à base de cyclophosphamide, enfant décédé après 3e épisode d'activation. Le 3e cas, c'était un garçon de 6 mois, issu d'un mariage consanguin premier degré, notion de 2 décès dans la fratrie. Donc la deuxième fille était une fille âgée de 10 mois, admise dans un tableau de fièvre prolongé, était suivie, hospitalisée au CHU de Fès, chez qui la maladie de Gaucher a été fortement suspectée. Il a été admis dans un tableau de fièvre avec des convulsions. Et à l'examen clinique, une organomégalie. Bilan biologique et myelogramme en faveur d'un SAM. Donc devant l'âge, devant le tableau, devant les antécédents familiaux qui sont riches et l'atteinte neurologique, le diagnostic d'un SAM, d'une lymphohistiocytose familiale a été évoqué.
Donc, on a traité l'enfant, le nourrissant par des bolises de corticoïdes, immunosuppresseurs à base de cyclophosphamide, l'étoposide, un tratécal en attente du greffe, décédé après le deuxième épisode d'activation. Prenons comme type de description la lymphohistiocytose familiale, c'est une pathologie qui est rare. Son incidence, selon une étude suédoise, est estimée à une naissance sur 50 000. Les patients atteints d'une lymphohistiocytose familiale présentent un défaut de mécanisme cytotoxique. Il s'agit d'une stimulation inappropriée et non contrôlée des lymphocytes CD8 et des macrophages. Les formes génétiques sont dominées par la lymphohistiocytose familiale, dont la transmission se fait par un mode autosomique récessif. On trouve également les syndromes avec albinisme, notamment la maladie de Griscelli, et les syndromes lymphoprolifératifs liés à l'X. En 2004, M. Hunter a posé des critères du syndrome d'activation macrophagique, des critères cliniques, biologiques et hématologiques. Donc, 5 critères sur 8 permettent de poser le diagnostic d'un syndrome d'activation macrophagique. Nous avons essayé de rapporter nos résultats avec la littérature. Donc, un faible effectif pédiatrique est noté dans toutes les séries. La fièvre est un signe constant et le tableau d'insuffisance médulaire est également un signe quasi constant. Je récapitule. Devant des signes définissant un SAM, on commence toujours par éliminer un SAM secondaire, soit post-infectieux, secondaire à une maladie auto-immune ou néoplasique, avant de retenir le diagnostic d'un SAM primitif, qui est un défaut de cytotoxicité d'origine génétique, qui est une urgence thérapeutique, commençant par une prise en charge, un traitement symptomatique à base d'étoposide, corticoïdes, cyclophosphamide, avant de passer le plus tôt possible un traitement étiologique spécifique à base de corticoïdes, endoxant, traiter l'infection ou adresser dans un centre d'immunité pédiatrique pour études génétiques. Pour conclure, le syndrome d'activation lymphohistiocytaire est une pathologie grave, souvent méconnue et fatale, dont la prise en charge est souvent difficile, nécessitant le recours à une étude génétique et l'allogreffe, qui ne sont pas de la pratique courante dans notre contexte, malheureusement. Et malgré les thérapeutiques agressifs, l'évolution vers le décès est fréquente et décrite dans toutes les séries. Dans notre étude, les 3 malades en sont décédés et s'ajoutent au reste de notre série de SAM depuis 2014. Et merci. Oui, je voudrais dire que dans nos pays du Maghreb, la première cause, à mon avis, des SAM, c'est la leishmaniose. Ce n'est pas le cas ici. C'est une pathologie du nourrisson, donc ce n'est pas ça. Dans les 2 premières observations, il s'agit donc d'un SAM survenu à un âge relativement tardif, 12-13 ans. Donc, beaucoup plus peut-être, c'est un SAM acquis. Sauf que dans la première observation, il s'agit d'un garçon. Il faut absolument se méfier de ce qu'on appelle le syndrome de Turquie. Et là, on a parfois de petits éléments qui peuvent, en dehors de l'étude génétique, nous orienter vers ce diagnostic. D'abord, les antécédents. Est-ce qu'il a fait quelques infections auparavant, même à 2, c'est le dosage des immunoglobulines. Est-ce qu'il y a une hypogamma-globulini? Troisièmement, c'est la sérologie de l'EBV, en sachant que ces enfants ils sont capables de produire les anticorps anti-LCA, mais ils ne peuvent pas produire les anti-LNA. Et donc, c'est cette différence qui pourrait nous orienter. Pourquoi? Parce qu'il est très intéressant, s'il s'agit d'un turquio, une forte suspicion de turquio, d'abord la thérapeutique, c'est ça, la corticothérapie, mais probablement l'électrolyte, et on peut donner un anti-CDR, on peut sauver ces enfants, et puis la suite, c'est
probablement une greffe parce que le tortillot, dans le cas de la déficit comme ça, c'est des formes mortelles. C'est des formes mortelles, à l'inverse de la deuxième forme, la réussite qui donne des sangs récidivants mais beaucoup plus modérés. Mais là, peut-être un déficit en ça. Et donc, on peut s'orienter comme ça. La génétique, bien sûr, elle est intéressante, mais on l'a pas. Là, on l'a pas, on peut s'orienter par scepticisme. Deuxième chose, sur le plan thérapeutique, lorsqu'on a un sein comme ça, je pense qu'il faut absolument utiliser les médicaments, ou bien, c'est quoi? Les deux acteurs de la maladie, c'est le macrophage et le lymphocyte. On va casser l'un ou l'autre. L'idéal, c'est casser les lymphocytes, et c'est l'ASAN, ou bien, actuellement, l'anti, c'est les 52, ou bien casser les macrophages, et c'est le VP16. Je pense que les immunosuppresseurs, toutes ces thérapeutiques, ne donnent pas grand-chose. Donc pas grand-chose. L'étoposite, c'est un excellent médicament. Bon, c'est vrai que vous allez avoir une aplasie en conséquence, mais je peux vous assurer que le lendemain de la perfusion de l'étoposite, 150 mg m², le lendemain, vous avez un enfant qui est transformé. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à le faire parce qu'effectivement, on perd ces enfants-là comme vous l'avez signalé. La troisième observation, oui, probablement, c'est une forme plutôt génétique de type lymphocytose familiale. Donc, je vous dis que l'orientation clinique, elle est très importante pour les jeunes. Regardez l'aspect de la peau. Si vous avez une peau claire, en quelque sorte, nous tous, maghrébins, on est bruns. Et si vous avez ce contraste, un papa et une maman qui rentrent en consultation, eux, ils sont bruns. L'enfant, il a le teint un tout petit peu pâle, en quelque sorte. Un pseudo-albinisme, ce n'est pas l'albinisme, il a le teint clair, il a les cheveux clairs, ce sont des cheveux qui prennent un aspect dit gris argenté, de très beaux cheveux. Et là, vous devez donc être alerté par ça. Et donc là, c'est une maladie de Chilaï-Ghachi ou bien une maladie de Grisidi qui donne cet albinisme partiel, oculo-cutaneo-fanarien généralement. Sinon, comme je vous ai dit, pour le bébé, on peut s'orienter par une éventuelle écho-gamma et les marqueurs de le bébé lui-même. Si je peux ajouter quelque chose, après, peut-être un bon porté sanguin avec un bon cytologiste qui va vous donner un diagnostic de Chilaï-Ghachi, on n'a pas besoin de génétique, et les types de cheveux entre glycédés et Chilaï-Ghachi. Ça se fait à la Et le traitement reste protocolaire. Il y a un protocole bien codifié, l'étoposite, la cyclosporine, l'examétasone. On a beaucoup parlé de l'endoxan, de cyclophosphamide, et moi je pose la question. Alors nous abordons les SAM secondaires dans le biais des maladies inflammatoires, la forme systémique, la juvénile, le lupus et compagnie. Et donc nous avons des protocoles thérapeutiques qui sont un petit peu différents. On utilise beaucoup les corticoïdes à forte dose, en bolus. Et puis la cyclosporine. Alors, bon, l'endoxan jamais, pour l'activation. Donc je posais la question, est-ce que dans les SAM primitifs, on donne normalement non hein. La cyclosporine. Dans le protocole, il y a la cyclosporine. Donc c'est pareil, donc corticoïdes, cyclo... La cyclosporine, c'est un traitement d'entretien. Mais initialement, il faut absolument arrêter le phénomène et rapidement. Ce n'est pas l'affaire du tout de la cyclo, c'est l'affaire de l'étoposite ou bien de la SAL. Vous utilisez encore du sérum multiplaire? Comment? Vous avez dit du SAL, vous utilisez encore du sérum multiplaire? Oui, tout à fait. Ou bien, si on a les moyens, c'est les 52. Mais le sérum multiplaire, c'est le SAN de lapin. Nous avons l'habitude d'utiliser surtout le SAN. Jamais travaillé avec nous. Vous utilisez chez l'adulte le SAN du cheval. Non, il utilise beaucoup plus le SAN de lapin qu'il a utilisé. Parce qu'elle est mieux tolérée. Donc moi je vais rappeler Dr. Pimondi pour le rôle diagnostique et thérapeutique des allergies moléculaires. Bonjour, chers maîtres, chers confrères, permettez-moi de vous présenter cette présentation sur les allergènes moléculaires. Selon le plan suivant, introduction, l'obtention des allergènes moléculaires naturels ou recombinants a révolutionné la biologie d'allergie au début du siècle actuel. Le diagnostic, les options thérapeutiques et le suivi des maladies allergiques sont désormais guidés par l'analyse de la sensibilisation vis-à-vis d'allergènes moléculaires.
Un allergène est par définition un antigène induisant une réponse de type allergique chez les individus génétiquement prédisposés et dans un environnement favorable. Toutes les protéines ne sont pas des allergènes. Seuls 5% des familles de protéines contiennent des allergènes prouvés, soit actuellement 980 allergènes regroupés en 113 familles. En réalité, un aliment, les fanères d'animal, contient des dizaines de protéines, dont certains seulement sont des allergènes. Il est important de distinguer la source allergénique, ses composants et les épitopes. En pratique, on utilise les allergènes de source allergénique ou des allergènes moléculaires ou les composants allergéniques. La polyclonalité et les variabilités individuelles permettant de déterminer le profil de la sensibilisation. L'identification progressive des protéines des sources et des extraits allergéniques a démontré l'impossibilité d'une parfaite standardisation des extraits dus à plusieurs facteurs. Une protéine allergénique est désignée par les 3 premières lettres de nom du genre, la première ou les 2 premières lettres de nom d'espèce et un nom indiquant l'ordre chronologique de la description. Par exemple, les allergènes du chat, Felis domesticus, FEL-D1, 2 et 3. On ajoute la lettre N ou R aux premières lettres selon la nature de l'allergène purifié ou recombinant. Les isoformes ou isoallergènes sont renseignés aussi. Il existe une source d'information sur les allergènes sur allergome.org ou bien sur le site en français allerdata.com. Lorsque moins de 50% des patients allergiques à une source allergénique donnée représentent des IgE contre un de ces allergènes, ceci est des allergènes majeurs. Inversement, un allergène par lequel moins de 50% des patients allergiques présentent des IgE spécifiques est dit allergène mineur. Famille des allergènes. Bon. Les allergènes peuvent être donc d'origine animale, végétale ou artificielle. Donc il faut noter la promiscuité de certaines protéines. Les protéines labiles sont moins souvent responsables de symptômes sévères. À l'inverse, les protéines avec structure tridimensionnelle compacte dépendent des structures intramoléculaires sont souvent retrouvées chez les patients avec symptômes graves. La voie d'introduction joue un rôle majeur. En fait, les allergènes inhalés sont ou pas modifiés dans les voies respiratoires. Au contraire, les allergènes ingérés subissent une dégradation plus ou moins poussée. C'est pourquoi les épitopes séquentiels moins résistants à la dégradation sont associés aux manifestations respiratoires, alors que les épitopes conformationnels plus résistants à la dénaturation sont retrouvés à l'origine des manifestations digestives. Homologie. Une protéine donnée n'est pas allergénique pour l'homme si celui-ci en possède une et homologue à 70% ou plus. Pas d'allergie décrite vis-à-vis de la tropomyosine de poulet, 95% d'homologie avec la tropomyosine humaine, alors que les tropomyosines de crustacés ou mollusques, 40 à 50% d'homologie avec les tropomyosines humaines sont des allergènes majeurs. Réciproquement, les IgE produites en réponse à une protéine donnée peuvent reconnaître d'autres protéines ayant homologie de structure d'au moins 40%. Il faut également distinguer l'allergénicité ou l'immunogénicité, c'est-à-dire la capacité à introduire des IgE spécifiques, la réactivité croisée, c'est-à-dire la capacité à allier des IgE déjà synthétisés. Là, il existe 2 possibilités de production des allergènes moléculaires. La purification des protéines naturelles à partir des sources allergéniques et leur synthèse sous forme de protéines recombinantes après clonage de gènes correspondants et expression de un vecteur. Les extraits allergéniques naturels, mélange de protéines allergéniques ou non allergéniques, sont difficiles à standardiser. Ces différents problèmes ont pu être résolus par l'utilisation des allergènes moléculaires. Les allergènes moléculaires très standardisés représentent un progrès important par rapport aux extraits allergéniques naturels employés pour les tests diagnostiques in vitro.
Les IgE spécifiques dirigés contre les allergènes moléculaires sont détectés soit d'une manière unitaire, soit sous forme de multiplex utilisant la technologie des biopuces. Le laboratoire Fadia qui ouvre la plus grande gamme d'allergènes moléculaires, 44 allergènes moléculaires. Ce laboratoire commercialise également une pousse ESAC permettant de tester simultanément 103 allergènes et ceux de plus de 40 sources allergéniques différentes. Intérêt clinique. Amélioration des tests biologiques classiques. Certains allergènes majeurs sont représentés dans les extraits classiques, soit parce qu'ils sont présents en faible quantité dans la source naturelle, soit parce qu'ils sont détruits au cours de procédés de fabrication. Aide au diagnostic d'allergie. Les allergènes moléculaires ont amélioré considérablement la spécificité des tests biologiques dans le diagnostic d'allergie par rapport aux extraits allergéniques conventionnels. Par exemple, l'allergie à l'arachide, la mauvaise spécificité de test conventionnel F13 était très améliorée en recherchant les IgE spécifiques dirigés contre ARH2. Un autre exemple, c'est la recherche des IgE spécifiques de l'arthropomyosine de la crevette qui a une spécificité diagnostique supérieure à celui des IgE spécifiques de l'extrait allergénique conventionnel et seul des tests cutanés. Les allergènes moléculaires obtenus par technique de biologie moléculaire ne sont pas glycosés, ce qui élimine les réactions croisées du chaîne glucidique. Ainsi, la distinction maintenant possible entre les allergènes de venin d'abeille ou de guêpe est importante pour le choix des extraits lors d'une éventuelle immunothérapie. Amélioration de prise en charge. Les allergènes moléculaires aident à la décision de réaliser un test de provocation par voie orale, à évaluer le développement d'une tolérance d'allergènes spécifiques, par exemple dans l'allergie d'œufs, à définir les régimes d'éviction raisonnés, adaptés à chaque individu et d'éviter les restrictions alimentaires sans fondement. La détermination des IgE spécifiques contre les allergènes majeurs des pollens tels que PET-V1, etc., permet de mettre en place une immunothérapie mieux ciblée. En conclusion, les allergènes moléculaires sont bouleversés la biologie d'allergie. Elles ont un intérêt diagnostique thérapeutique, pronostique et préventif important. Les recherches sont actuellement en cours visant à mettre au point des allergènes moléculaires thérapeutiques. Merci. Merci, docteur. Donc, est-ce que j'ai bien compris que vous avez fait une mise au point c'est pas une étude. Et donc, à travers ça, est-ce que vous proposez par la suite de faire une étude de recherche parmi les moyens de la prise en charge? Bon, actuellement, dans le laboratoire de biologie au CHU de Casablanca, on n'utilise que les IgE totaux. Donc on n'utilise pas que les IgE spécifiques. Bon, je pense que dans l'avenir, on va utiliser les IgE spécifiques et on va donc, Inch'Allah, voir des allergènes moléculaires pour les tester. Lesquels des allergènes moléculaires que vous proposez ou vous n'avez pas encore étudié? On va maintenant pas encore, mais on va voir avec les allergologues et les pédiatres pour savoir les différents allergènes les plus incriminés. J'appelle le docteur Rahmoud. On va parler des allergies aux protéines d'élevage. Dr Rahmoud, pédiatre au CHU Sétif en Algérie, très heureux encore une fois d'être invité par M. Bousfeha, qui m'a fait la call de demander de présenter en anglais. So it's not so nice, mais j'ai préféré choisir un titre nice comme ça. On en parlait avec M. Sakli tout à l'heure, enfin depuis hier. Bon, j'ai pas un anglais super, hein. C'est des plaques qui sont plutôt belles, enfin blanches comme ça, avec quelques pointillés en noir. J'espère que ça va passer. Alors j'allais commencer par Kenya McCann, mais en réalité on va commencer en anglais. So once upon a time we received a girl of 9 months. She presented severe eczema, diffuse refractory to topical steroids and emollients, with precocious alopecia, moderate undernutrition, and without specific familial or personal history. Her allergologic investigation unveils a hidden horror made of cow's milk allergy with severe allergy to native proteins. So my colleague may help us. Next, as well as to hydrolyzed formula of either whey or casein. So we have no choice of what we choose between standard formula, hydrolyzed formula.
and extensive hydrolyzed form allergy was confirmed also by clinical challenge in hospital, in our outpatient clinic. So what would be nice? You have the answer, of course, but what would be nice? It would be nice to look for an alternative formula that would be also efficient in nutritionally. So rice is nice. Rice is nice because in this context it was cheaper, it was available, so it was ordered for this girl, and we had a dramatic increase in her weight, estimated to nearly 600 grams in 2 months, with stronger appetite and better intestinal comfort, and of course a complete disappearance of her eczema. Rice is nice because it's very common. It's produced mostly in Asia. You have the half of the worldwide population is nourished with rice, and rice is also is the source of half of their calories. And rice is also a source of a new infant formula. It is more and more discussed among allergologists, especially as a milk substitution for children with both standard cow's milk allergy and even allergy to cow's milk hydrolyzed formula. So rice is nice. It's weakly allergenic staple food, so we all know that. It's reacting in less than 100% of children. It contains no lactose, naturally no lactose, because it's rice. We presented this as brought in an international conference. It contains also no fat or estrogens. It's also, by contrast to soya, and it's also very cheap. It's used in nearly 15 years in Italy, in Spain, in France, but not in the UK and not in the US. We'll see next why. So is it really so nice? We also present this in another conference. So really, it seems nutrition efficient. You have papers here from more than 10 years ago. It was also repeated by several experts, Van der Plas from Belgium, Giardi from Paris, you have other experts, and DRACMA. DRACMA guidelines are the world guidelines of, I think it's cow's milk allergy, diagnosis, and something allergy. It's international guidelines to treat cow's milk allergy, and it dates from more than 10 years. Safety of new amino acid formula in infants allergic to cow's milk and intolerant to hydrolysates, it might be, very interesting. What about our local epidemiological situation in the Maghreb? I found 2 studies made in Oran and in the west of Algeria about nutritional efficiency of those hydrolyzed rice formula in animal, and this one in children. This one in children is clearly stating that commercial formula based on hydrolyzed rice is adapted to cover nutritional needs. So nutritionally, it's okay. We know it's okay. Allergically, it's okay. But very confidently, we have to look very sharp, because you have some sensitization to rice protein when you use hydrolyzed rice. We all know when we treat allergy that we have to make a balance between tolerance and immunogenicity. And here we may sensitize. It's a case report of 3 patients where giving hydrolyzed rice protein formula made induced sensitization. Sensitization is not allergy, but it made sensitization in 3 patients. But the real issue is about the content of arsenic in rice. It's really a cause of concern. It was a subject of a consensus statement from the European Society of Pediatric and Gastroenterology and Nutrition 2.5 years ago, and they stated clearly that although rice protein-based infant formulas are an option for infants with cow's milk allergy, the inorganic arsenic content should be declared, and the potential risks should be considered when using these products. So we have to keep in mind that these products are not completely safe. So confidently associated, this is a more recent paper from JAMA Pediatrics a year ago about the association of rice and rice products consumption with arsenic exposure early in life, and it states also that arsenic exposure and they highlight also the need for strategies to reduce this exposure, include critical phase of development, especially the early 3 years. And I stated before that in the US and the UK, these formulas are not available
because for example, in the UK, it's not the Food and something administration in the UK advises that toddlers and young children up to 4 years and a half shouldn't be given rice drinks. So we will not, excuse me, I will back just to show you it's not available in all Europe. Mainly Mediterranean, close to us. Sorry. So to conclude, rice hydrolysates are relatively new products. They seem clinically efficacious with naturally free allergens. They are also cheaper than other formulas. But the content of arsenic is really an issue and should be determined, declared, even if in infant formulas, arsenic is reported to be within the safety limits. So think twice, then give rice. But think thrice, because when I stated that rice is nice, 2 days ago, I checked in Google if rice is nice is not a brand name, and it's a brand name of a record label in Australia. So rice is nice for cow's milk allergy. Thank you. Very nice presentation. Thank you. Vous avez des commentaires concernant l'hydrolysat de riz? Si je peux. Soit commercialisé au Maroc. Oui. Oui. C'est beaucoup moins cher. Là, je peux parler peut-être en français, c'est un peu plus facile. Au fond, l'idée, c'était devant une allergie poussée au lait de vache, aux protéines de lait de vache, une allergie à l'hydrolysat, plutôt que de donner une formule à base d'acides aminés qui coûte à peu près 10 à 15 fois le prix des hydrolysats de riz. Il fallait d'abord tester, puis donner les hydrolysats au riz. Ça marche très bien, mais seulement il faudra penser à refaire le test. Bon, je ne l'ai pas précisé ici parce que c'est une forme plutôt cellulaire, donc plutôt gentille, qui va disparaître avec le temps. Ça va probablement virer vers d'autres allergies alimentaires, mais l'allergie aux protéines de lait de vache a tendance à s'amender très tôt dans la vie. Donc il n'y a pas une intoxication à l'arsenic qui va se faire à long terme, mais d'un point de vue pratique, nutritionnel, clinique et allergologique, ça marche très bien. C'est la toxicité à l'arsenic qui pose problème. Parce que le riz, on l'importe d'Asie, et là en Asie, on n'est pas sûr de la teneur en arsenic que puisse contenir ce riz-là. Oui, deux questions. La première des choses, c'est des études, qu'est-ce que vous montrez par rapport à l'allergie croisée avec les protéines de vache? Alors, les protéines sont avec le riz? Avec le riz? Oui, pour le lait de soja. Ça, c'est ma première question. Pour le riz ou le soja? Non. Comme ça a été démontré, ça peut apporter Oui. Pour le soja, oui, c'est très fréquent. Hein. Ça va jusqu'à 70% dans certaines études. Il n'y a aucune protéine. La deuxième chose, les hydrolysats à riz, à partir de quel âge? Par exemple, le lait de soja, on ne peut pas l'utiliser dans le bain. Avant 6 mois. Oui. Et la troisième chose, c'est une étude comparative entre la composition entre le lait maternel et le lait à base de riz. Parce que certes, on va éviter l'allergie, mais il faut penser à l'apport nutritionnel en vitamines, en oligo-éléments pour permettre une meilleure croissance du lait. Bon, c'est vrai que j'aurais dû mettre notre plaque pour dire que là, le meilleur allaitement est maternel. Hein. Et que pour éviter tout ça, la mère aurait dû allaiter. Ça, il ne faut pas qu'on se noie dans d'autres débats. Vous avez... Oui. Quand on tombe dans l'allergie, la maman a déjà arrêté d'allaiter depuis un an. Je répète souvent aux mères que le lait est induit par la production de prolactine, qui est une hormone qui est sécrétée par le cerveau. Donc ça n'a rien à voir ni avec l'état nutritionnel, ni avec le sevrage, même si alors on peut donner à une femme de 70 ans qui tire son lait pendant 10 heures par jour, elle va finir par avoir du lait. Hein. On a les prolactines. Mais ça, c'était le tableau, bon, je suis passé rapidement, hein. Mais c'était un tableau qui comparait la teneur dans le lait de riz et la teneur dans le lait de mer. Peut-être qu'en faisant ça, vous verrez mieux. Pardon. Voilà. Ici, la teneur dans le riz et la teneur dans le lait maternel. C'est très différent. Par contre, ce que j'aurais dû rajouter, c'est la teneur dans les laits artificiels. C'est tout aussi différent. Alors, qu'est-ce que les recommandations? Alors, il y a plusieurs recommandations pour la teneur dans des laits artificiels, mais l'OMS, elle a le Codex Alimentarius, mais dans le Codex Alimentarius, il faut avoir des minima et des maxima à ne pas dépasser. Et tous, ils sont dedans.
Donc d'un point de vue constitutionnel, c'est ok, ça on le sait. D'un point de vue pratique nutritionnel, ça marche très bien. Le plus grand groupe d'études, c'est le groupe Gini en Allemagne, qui suivent les enfants ayant une allergie alimentaire souvent très poussée, dont le président, enfin, Koletsko, qui est président aussi de l'ESPGA maintenant, de la Société Européenne de Gastropédiatrie. Ils ont des enfants qui sont suivis pendant très longtemps, qui ont des allergies très sévères, et pour lesquels ils ont mis parfois des protéines de riz jusqu'à l'âge de 8 ans. Ça, c'est les dernières données que j'ai, mais je sais qu'ils les ont suivis. Maintenant, ils doivent être âgés de 13-15 ans. Mais jusqu'à l'âge de 8 ans, ils avaient la même composition corporelle, poids âge, poids taille, taille pour l'âge, et le même statut nutritionnel biologique. Donc on n'avait pas, et aussi le même statut allergologique que les autres enfants. Donc d'un point de vue clinique comme ça, nutritionnel, avec un impact à court et à moyen terme, ça on est tranquille. Ça, quand ça marche, ça marche. Pour venir aux allergies croisées, moi je vous rapporte ce qui est donné, hein. Je n'ai pas les détails, franchement je n'ai pas cherché, je sais que c'est de l'ordre de 0,0 quelque chose. Donc c'est moins de 1 pour 10 000. Mais nous ce qu'on fait en pratique, c'est ce que dit peut-être mon collègue, c'est qu'on teste le lait natif que prend l'enfant, on teste les hydrolysats, et on teste le lait de soja et le lait de riz. Systématiquement, comme ça l'enfant, il a le panel des tests. Quand on teste, hein, quand on suspecte une allergie, avant de proposer. Et on ne va proposer en clinique que les laits pour lesquels on a des prick tests négatifs. On fait des prix qu'on ne fait pas les issues spécifiques, ça coûte trop cher, c'est un peu plus difficile. Donc, quand on a les prick tests positifs, par exemple à un hydrolysat, et quand on a le lait de riz négatif, on va donner le lait de riz, c'est un peu plus pratique. Par contre, peut-être qu'on va présenter Rice is Nice Back. Peut-être pour la prochaine fois, on va présenter. Alors, pour cette fille-là, on a fait une désescalade. Parce qu'avec le temps, on sait que le taux d'IgE va diminuer progressivement. Et là, on a introduit l'hydrolysat de riz. L'hydrolysat de lait, pardon. Ça a marché. Donc, au début, on a donné l'hydrolysat de riz, jusqu'à se désensibiliser progressivement, spontanément. Puis on a donné l'hydrolysat de lait, ça a marché. Puis du lait complet, ça a marché. L'œuf, ça n'a pas marché. Elle est âgée maintenant, je crois, de 3 ans et demi ou 4 ans. Concrètement, le risque est très faible. Parce que le taux d'IgE résiduel est encore élevé. Ça, c'est ce qu'on avait fait en pratique. Et aussi parce que l'enfant grignotait comme ça, il prenait parfois quelques biscuits, quelques traces de lait entier. Il avait encore des signes cliniques. Mais c'était très court, hein, c'était une histoire de quelques mois. C'était assez intéressant à faire. Ça a été déjà testé. C'est à partir de quel âge qu'on peut utiliser l'hydrolysat de riz, théoriquement, 0. Moi, je l'ai utilisé chez une fille, comme je vous ai rapporté. Elle avait celle qui avait une galactosémie. Là aussi, c'est une histoire de coût et de faisabilité. On n'avait pas le galactomie chez nous à l'hôpital. On devait le commander, ça prenait du temps. La fille n'allait pas bien. On lui a donné des hydrolysats. L'hydrolysat, ça contient très peu. Ça contient du lactose. Très peu de galactose, mais ça en contient. Elle a fait été réactif. Elle présente encore des signes digestifs. On lui a donné du riz. Ça marchait. Bon, c'est une galactosémie. Hein, ça ne marche pas super bien. Mais ça marchait bien. Et la fille tolérait avec une bonne croissance, avec un bon rattrapage staturo-pondéral. Concrètement, théoriquement, on peut l'utiliser à partir de 0 âge, d'un point de vue allergologique, nutritionnel, constitutionnel. D'un point de vue toxique, point d'interrogation. Merci. Du point de vue croissance de l'enfant. D'un point de vue croissance, j'ai répondu, pardon, peut-être activement. Mais ici, vraiment, on a comparé uniquement les acides aminés, la proposition en acides aminés en protéines. Mais l'enfant, à côté des protéines, il a besoin des oligo-éléments, des vitamines. Tout ça, oui. Tout ça, oui, tout ça, t'es OK. Oui, ça a été déjà fait. Pardon, je coupe un petit peu votre question. Ça a été déjà testé, éventuellement surtout par les boîtes qui fabriquent ça, surtout en Espagne. Les dernières recommandations du Comité français de nutrition de la Société française de pédiatrie incluent ça en deuxième option pour le traitement des allergies aux protéines de lait de vache. Les recommandations espagnoles montent un peu, elles offrent ça comme alternative d'emblée, non pas comme deuxième intention. Bon, bref, ça dépend des pays, il y a sûrement un petit conflit d'intérêts d'ordre national et non pas d'ordre commercial. Mais concrètement, ce n'est pas si mauvais que ça, il faut avoir. Le vrai problème, c'est l'arsenic. Tout ça, ça a été testé parce que tous les laits, en dehors du lait maternel, sont des laits qui sont modifiés de façon chimique industrielle. Alors, on met ce qu'on veut, on sort ce qu'on veut. On pourrait mettre notre plaque pour montrer que les protidogrammes des laits varient et aucun lait n'est proche du lait maternel.
Alors il y en a, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont poussé les protéines pour que l'aspect des protéines, enfin l'aspect global des protéogrammes quand on fait l'électrophorèse ressemble à l'aspect des laits de mer. Il y en a qui ont modifié le contenu pour augmenter les acides aminés plus fréquents dans le lait de mer. Les deux ça marche, mais en réalité ce qui marche bien c'est le lait de mer. Et quand on n'est pas dans le lait de mer, il faut donner ce qu'il y a comme constituant industriellement, entre guillemets, fabricable. Et ça, on ajoute par-ci, on enlève par-là, par thermochimie ou par... Oui, tout ça est chimiquement fait. C'est ce qui fait que ça coûte cher, mais ça coûte beaucoup moins cher que les formules d'acides aminés. Donc c'est une option qu'on devait avoir en tête, plutôt que de donner... Il y a une autre astuce, bon... Mais concrètement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément suivre les guidelines, parce que les guidelines sont faites par des pays très développés, très riches, et par des gens qui ne sont pas dénués de conflits d'intérêts. Donc il faut toujours avoir en tête que peut-être il y a un autre issue. Donc quand on connaît bien la physiopathologie et les moyens qu'on a, peut-être que du Capari Spinoza serait bon pour traiter cette dermatite atopique. Mais le vrai problème, c'est qu'il y avait la dénutrition avec. Hein. Bon, ça nous a fait penser à l'alopécie, dénutrition, il y avait probablement une allergie alimentaire. Mais concrètement, c'est-à-dire que quand on connaît bien, on peut proposer des alternatives. C'est des alternatives. Hein. Je ne dis pas d'utiliser ça comme premier choix, mais c'est des alternatives. Je voudrais dire juste un mot pour M. Rahmoud. Votre anglais impeccable, ça c'est extraordinaire. Le titre en arabe, il est hautement significatif. Al-Halou fil Urz. Oh, j'allais faire autre chose. ونتصور عجبتنا برشا كان يا مكان. J'ai cherché une image, j'ai pas trouvé. Ça c'est typique de Dr Rahmoud. كان يا مكان. كان مكان حلو. Donc, avec une façon à Dr Zahiri sur la présentation de purpura rhumatoïde appropriée en Chers maîtres, chers confrères, honorables assistants, permettez-moi de vous présenter le résumé du travail de notre service intitulé « Le purpura rhumatoïde chez l'enfant à propos de 14 cas ». Pour cela, on va aborder le plan suivant. Le purpura rhumatoïde ou le syndrome de Shannon-Lennox est une vascularite est une vascularite systémique des petits vaisseaux où se déposent des dépôts humains d'immunoglobulines IgA. Il touche avec prédilection l'enfant entre 3 et 15 ans et beaucoup plus rare chez l'adulte. Il se caractérise par l'association de purpura vasculaire cutanée, de signes articulaires et de signes gastro-intestinaux qui peuvent survenir par poussées successives et une atteinte rénale s'associe parfois à ces signes. Plus rarement, les localisations neurologiques, pulmonaires et cardiaques ou urogénitales peuvent s'observer. Le traitement est surtout symptomatique. Le pronostic de la maladie dépend à court terme de l'atteinte digestive et à long terme de l'atteinte rénale. Dans l'immense majorité des cas, le purpura rhumatoïde est une affection bénigne. Le but de ce travail est d'étudier le profil épidémiologique, clinique, paraclinique et évolutif de la PR et de la comparer à ceux de la littérature. Arrivons au chapitre matériel et méthode. Notre étude porte sur l'analyse rétrospective des dossiers des malades des patients hospitalisés au sein du service de pédiatrie générale du CHI Mohamed VI Oujda et en durée de 2 ans et 6 mois allant du décembre 2014 au juin 2017, incluant tous les patients atteints de PR. 14 patients ont été corrigés dans notre étude. Pour les résultats, on va commencer par l'étude épidémiologique. En fait, le PR dans notre série atteint la 2e enfance avec une moyenne d'âge de 6 ans. Et la tranche d'âge, comme vous voyez dans le diagramme, la plus touchée est entre 5 et 9 ans, avec un pourcentage de 54%. On note une nette prédominance masculine. En effet, 66% de nos patients sont de sexe masculin, alors que 24% sont de sexe féminin, avec un sexe ratio de 3. Pour l'étude clinique, on a les signes cutanés sont représentés par l'aspect, donc le purpura pétéchial occupe la première place avec 77%, suivi par le purpura pétéchial échymotique, et puis on a l'atypique en dernière place. Les signes articulaires sont présents dans 93% des cas. Pour les signes abdominaux, donc ils sont relativement fréquents, 81% des cas, qui sont surtout de type de douleur abdominale, donc, alors que les vomissements et les diarrhées sont parfois associés.
Les hémorragies digestives, on a observé un cas de méléna et 3 cas de rectorragie. Pour les signes rénaux, sont dominés par l'atteinte, l'atteinte rénale la prédominante, c'est l'hématurie, la protéinurie avec un pourcentage de 45%, suivi par l'hématurie. Voilà une image d'un patient qui était hospitalisé pour une éruption. C'est l'aspect typique de purpura déclive symétrique. C'est un purpura vasculaire, d'allure vasculaire. Une autre image de purpura vasculaire déclive. C'est un patient qui était hospitalisé initialement avec un diagnostic de toxidermie médicamenteuse, chez qui les lésions étaient plus... initialement, il était plus différente que celle-là. Et puis, ultérieurement, le diagnostic a été posé devant l'aspect typique des déclives symétriques qui était épargné le tronc, le visage, et puis elle a développé des douleurs abdominales. L'évolution. L'étude paraclinique pour la biologie, donc à l'NFS, on a trouvé un cas d'anémie et 6 cas de thrombocytose. Pour le bilan rénal hyperprotéinurie de 24 heures est présente chez 2 cas. On n'a pas trouvé d'insuffisance rénale aiguë chez tous nos patients. Pour la radiologie, 10 cas ont bénéficié d'une écho abdominale qui était pathologique dans 3 cas, objectivement un boudin d'invagination. C'est confirmé. Pour la prise en charge, d'abord, on a pour l'hospitalisation, tous les patients sont hospitalisés avec une moyenne de 8 jours d'hospitalisation. Pour les antalgiques, 90% des patients ont reçu un traitement antalgique pour des douleurs abdominales et des douleurs articulaires. Pour la corticothérapie, 3 patients ont bénéficié d'un traitement prolongé pour atteinte rénale. Pour l'évolution, à court terme, on a observé une régression spontanée des lésions purpuriques au bout de 8 jours. Les atteintes articulaires régressent en 5 jours en moyenne. La régression spontanée des douleurs abdominales est de 71% et avec une corticothérapie est de 14%. À long terme, l'évolution des signes rénaux est persistante donc chez 4 cas par poussée rémission et régressive chez un cas sous corticothérapie par bolus. Arrivons au chapitre discussion. Donc, comme vous savez tous, le purpura rhumatoïde est une vascularite systémique atteignant les petits vaisseaux. Pour sa physiopathe, peu de progrès ont été réalisés. La réponse anormale d'un système humain immature à une agression antigénique externe est l'hypothèse la plus souvent avancée. Les IgA joueraient un rôle central répondant à un antigène présenté par les cellules immunitaires des muqueuses. Pour l'épidémiologie, l'âge de nos patients était en moyenne de 6 ans, ce qui rapproche aux autres données de la littérature. Pour le sexe, on a noté une nette prédominance masculine, ce qui concorde avec les autres séries. Pour l'étude clinique, le diagnostic de purpura rhumatoïde se repose sur l'association des signes cliniques extrêmement évocatrices. Il s'agit d'une association de purpura vasculaire cutanée à des manifestations articulaires, digestives et rénales. Pour les signes cutanés, il faut savoir que la lésion caractéristique est un purpura vasculaire, il est symétrique, non prurigineux, prédomine aux zones de pression et aux extrémités, en particulier autour des chevilles, et sur les fesses, mais peut s'étendre à l'ensemble du teguments. Elle épargne généralement le tronc, l'abdomen, le visage et le cuir chevelu. Pour les signes abdominaux, elle était présente chez 82% des cas, ce qui rapproche aux autres séries. Mais par exemple, on a Zerwal, la série de Zerwal qui ont objectivé 90% des cas, chose qui est très importante. Pour les complications digestives étaient prédominées par l'hémorragie intestinale et l'invagination intestinale. Les signes rénaux, on a noté les signes rénaux étaient à raison de 45% pour notre série. Pour la littérature, on a des séries qui ont des signes rénaux qui sont faibles. Par exemple, une série japonaise de Yang et al. Qui était à raison de 26%. Pour l'étude paraclinique, il n'existe aucun signe biologique spécifique de la maladie. Le taux sérique d'IgA est élevé dans 60% des cas, mais cela ne constitue en aucun cas un argument formel pour affirmer le diagnostic. Le diagnostic paraclinique a pour objectif surtout de détecter les complications.
Pour la prise en charge, on a les 3 piliers, le traitement symptomatique, les corticoïdes et les immunosuppresseurs. Comme vous savez tous, le traitement symptomatique repose sur le repos au lit qui limite l'extension du purpura cutané mais n'influence en rien l'évolution de l'atteinte digestive ou rénale. En première intention, les antalgiques simples sont proposés. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont bien contre-indiqués en présence d'une atteinte digestive ou rénale. Enfin, les mesures de néphroprotection sont recommandées chez tout patient ayant une atteinte rénale. Pour les corticostéroïdes sont efficaces pour diminuer les douleurs abdominales et articulaires comme les antalgiques usuels. Pour prévenir les complications rénales, les résultats des études utilisant des stéroïdes sont contradictoires pour prévenir les complications rénales. Les traitements immunosuppresseurs en pratique sont utilisés dans les formes sévères avec une insuffisance rénale rapidement progressive. Pour l'évolution, généralement, elle est excellente pour le purpura rhumatoïde, sauf en cas d'atteinte digestive ou atteinte rénale. Pour conclure, il faut savoir que c'est une vascularite systémique dysimmunitaire. C'est la vascularite la plus commune de l'enfant. Son diagnostic est surtout clinique. Elle est généralement d'évolution bénigne. Le pronostic dépend de l'atteinte digestive à la phase aiguë et de l'atteinte rénale à long terme. On a constaté une confrontation des résultats de notre étude avec les données de la littérature. Sur le plan thérapeutique, il n'y a pas un traitement spécifique. Le repos au lit, autrefois systématique, trouve actuellement ses indications dans les formes avec altération de l'état général, une atteinte cutanéenne sévère ou systémique grave. Et merci pour votre attention. Merci, Dr. Zahiri. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette présentation? J'ai juste un commentaire pour les corticoïdes. Je pense qu'ils n'ont pas vraiment de place dans un purpura rhumatoïde classique. Leur place, c'est lorsque il a une atteinte rénale documentée par la NAVAL qui démontrerait une glomérulonephrie endo extracapillaire, index décroissant qui atteint plus de 2 kg. Dans cette situation-là, il faut aller vers des globulus et de l'endoxan, par exemple. Mais sinon, pour des douleurs, etc., généralement, je pense que ce sont les antalgiques qui sont en premier plan. Alors, je peux compléter si ça vous dérange. En fait, les corticoïdes, c'est sûr que leur place essentielle, c'est l'atteinte rénale qui est documentée. Alors, les corticoïdes en préventif, vous en avez dit un mot. Alors, les corticoïdes en préventif, pour l'atteinte rénale, en réalité, n'ont pas de place. C'est-à-dire que la dernière étude Cochrane qui a pu colliger plusieurs travaux démontre bien qu'il n'y a aucune efficacité dans la prévention d'une éventuelle atteinte rénale. Donc autant éviter, qu'on soit d'accord. Par contre, pour la atteinte digestive, je ne suis pas complètement d'accord avec vous. On a eu des patients très sévères, avec une atteinte digestive très sévère. Alors nous, ce qu'on fait, c'est antalgique et repos digestif. On vous donne 70 heures. Mais si au bout de 72 heures, on commence à réalimenter gentiment par des liquides et que ça ne marche pas, on est obligé de mettre des corticoïdes. Et parfois, avec les corticoïdes, ça ne marche pas. Et on a été obligé, dans certains cas, on a dû faire une recherche pour voir ce qu'on pouvait donner. Et les immunoglobulines donneraient des résultats pas mal sur des atteintes digestives sévères. Il y a des fois avec une atteinte digestive très sévère. Ouais. Voilà. Là, on est un petit peu en retard, peut-être. Alors, la dernière présentation, pardon, c'est bon? Pour cette présentation, il faut passer à la dernière présentation. Donc, c'est Dr. Willy Bach, qui va nous présenter son travail à propos de la recherche des marqueurs biologiques d'auto-immunité dans le cadre du diabète de type 1. Et ce sont les antiglutamates acides et carboxylases et les antityrosines phosphatase. Merci. Donc, cher modérateur, honorable assistance, permettez-moi de vous présenter le travail que j'ai effectué dans le cadre de mémoire master qui est intitulé La recherche des auto-anticorps, antiglutamate acide décarboxylase et antityrosine phosphatase par test ELISA dans les sérums des patients recrutés au sein de l'unité diabétologie pédiatrique CHU Casa. Donc, comme vous le connaissez tous, le diabète constitue un problème de santé publique majeur. Et donc, l'incidence du diabète de type 1 augmente environ 3% par an au niveau mondial. Et donc, le nombre d'enfants atteints de diabète de type 1 il est estimé
en 542 000 selon la Fédération internationale du diabète. Et donc au Maroc, et selon le ministère de la Santé, il y a plus de 2 millions de diabétiques, dont 15 000 enfants sont suivis pour un diabète insulinodépendant. Et donc malheureusement, il n'y a pas de données statistiques actualisées sur le nombre des enfants atteints de diabète au Maroc, faute d'un registre national au service d'épidémiologie. Donc, un petit rappel, et donc le diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune qui est caractérisée par la destruction sélective des îlots bêta-pancréatiques. Donc on distingue deux phases. La phase prédiabétique, c'est une phase asymptomatique d'une durée variable. Et la phase clinique, c'est une phase qui apparaît qu'après la destruction de 80% des cellules pancréatiques. Et donc la phase la plus importante, c'est la phase préclinique, durant laquelle on peut détecter plusieurs auto-anticorps et donc qui peuvent servir des marqueurs biologiques. Parmi ces auto-anticorps, il y en a plusieurs, mais on a choisi de travailler sur les antiglutamates acide décarboxylase et les antityrosine phosphatase en raison de leur grande importance en termes de prédiction. Et donc l'anti-GAD, il est présent chez 80% des enfants au moment du diagnostic. Il peut persister à 8 ans après le diagnostic, et également pour l'anti-IA2, il peut persister jusqu'à 12 ans. Et donc c'est ça l'importance pour le suivi du processus destructif des îlots. Et donc notre étude, elle porte sur 78 enfants âgés de 1 à 16 ans. Ce sont des enfants suivis pour un tableau évocateur de diabète de type 1 à l'hôpital universitaire d'enfants Abdrahim Al-Harouchi de Casablanca. Et on a pris également une série de patients de diagnostic confirmés pour le diabète de type 1. Et donc tous les patients, ils ont été hospitalisés devant une symptomologie clinique évocatrice de diabète type 1, notamment syndrome cardinal. Et donc pour méthode, nous avons étudié les caractéristiques démographiques, cliniques et biologiques de tous les patients de notre série en analysant leur dossier. Et donc un questionnaire a été bien établi dans ce sens, incluant l'âge, sexe, antécédents et les bilans. Et pour le dosage de ces deux auto-anticorps, on l'a fait par test ELISA, et donc à l'aide des kits ELISA anti-IA2 et test ELISA anti-GAD. Pour résultats et discussions, on commence par l'étude clinico-biologique. Et donc notre série, elle est constituée de 74% des patients nouvellement diagnostiqués pour un diabète de type 1 et 26% de patients de diagnostic confirmé, dont 53% sont des filles et 47% sont des garçons. Alors, pour les données démographiques cliniques biologiques, le patient le plus jeune de notre série, il est né en 2016 et le plus âgé, il est né en 2001. Et donc, l'âge moyen des patients, c'est 7 plus ou moins 4. La durée du diabète moyen, c'est 9 mois. Et la moyenne de l'hémoglobine glyquée, c'est à 11,63%. Alors, nos résultats, ils montrent que 69% des patients, ils ont des antécédents familiaux pour le diabète de type 1. Alors, parmi ces 69%, 44% qui ont des antécédents familiaux d'origine paternelle et 37% qui ont des antécédents familiaux d'origine maternelle. Et donc, 19,5% qui ont un père diabétique de type 1. Alors, par rapport aux autres séries, on a quand même un pourcentage qui est plus élevé. Et donc, on peut laisser une hypothèse comme quoi que la population marocaine elle est prédisposée génétiquement au diabète de type 1. C'est une hypothèse à confirmer par augmenter le nombre d'échantillonnages et en collaboration avec les autres CHE du Maroc. Et donc pour le dosage des deux auto-anticorps, on a trouvé que 52% des patients ils ont les deux anticorps positifs et 77% qui ont l'anti-A2 positif et 63% qui ont l'anti-GAD positif. Et donc en globalité, ça donne 87% de positivité globale. Et donc uniquement 12% qui ont les anticorps négatifs. Et donc ces patients-là, soit ils ont le diabète de type 2 ou bien la classe diabète de type 1B, les anticorps négatifs.
Et donc par rapport aux autres séries, le pourcentage de positivité globale, il est en accord avec la littérature. Mais par contre, le pourcentage de positivité de l'anti-IA2, il est très important par rapport aux autres séries. Donc ce qui peut confirmer l'hypothèse de prédisposition génétique, parce qu'en fait l'anti-IA2, il est associé au génotype à haut risque de diabète de type 1. Donc ce pourcentage-là, il peut confirmer comme quoi que notre population marocaine, elle est prédisposée génétiquement au diabète de type 1. Et donc, d'accord. On a trouvé également que la sécrétion de ces auto-anticorps elle est plus importante chez les filles que chez les garçons, ce qui est en accord avec la littérature. Et donc pour les patients qui ont un diagnostic confirmé, on a trouvé que même les patients, 60% des patients, ils ont les 2 anticorps positifs. Ça confirme que les anticorps peuvent persister plusieurs années après le diagnostic de diabète et sous insulinothérapie. Et en conclusion, nous avons confirmé la classe du diabète chez 87% des patients. On a trouvé que la prévalence de l'anti-GAD et l'anti-A2 est plus élevée chez les filles que chez les garçons. On a trouvé un pourcentage des antécédents familiaux de notre série est très important par rapport aux pays voisins. Et donc, on a confirmé la persistance de ces anticorps plusieurs années après le diagnostic. Donc, en perspective, ce qu'on va faire en thèse, et donc, on va étudier la cinétique d'évolution de ces auto-anticorps chez les mêmes patients durant les années prochaines. Et donc, on compte confirmer la prédisposition génétique des Marocains au diabète de type 1 par l'augmentation de la série des patients et en collaboration avec d'autres CHU au Maroc, Parti-Page HLA et d'autres gènes de susceptibilité. Et également l'étude de l'incrimination des entérovirus dans l'apparition du diabète de type 1 chez l'enfant et par le mécanisme de mimétisme moléculaire. Et merci pour votre attention. Est-ce que ces auto-anticorps existeraient avant la déclaration du diabète? Et je pose cette question parce que je pense que ça peut être intéressant, surtout que vous avez dit qu'il y avait un pourcentage très élevé de diabète familial. Et donc chez un papa ou une maman qui a un diabète de type 1, ne faut-il pas faire, je ne sais pas, un rythme mensuel, ce type de bilan à titre de dépistage? Et justement, c'est ça le rôle de ces auto-anticorps, c'est la prédiction. Et donc si par exemple il y a une règle, si on trouve chez un enfant qui n'est pas diabétique, trois anticorps qui sont positifs, donc il peut déclarer le diabète de type 1 d'ici 5 ans. Ça, c'est confirmé. Donc c'est ça l'importance de ce dosage. Merci à tous. En fait, merci d'avoir assisté à la séance, d'avoir participé. Alors, M. Bosfera vous annonce que le déjeuner va être servi à la médiathèque juste à côté, entre 12h30 et 13h. Et puis qu'il y a un retour à l'hôtel, alors il y a un départ vers la faculté, de la faculté vers l'hôtel à 13h. Je pense que là, je crois qu'il n'y aura plus de départ, en tout cas il va être différé. Et puis il y a un retour également, il y a une navette retour